Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nando. Ah, très bien, bienvenue, Monsieur Mbelou. Le mini-sommet sur la RDC qui s'est achevé à l'ONU sans une déclaration commune. On peut dire là qu'il s'agit de la montagne qui a accouché d'une souris. Est-ce que cette issue vous surprend-elle? Non, monsieur Etienne Nando. Cette issue ne me surprend pas. Et si vous repassez en revue les différentes émissions que nous avons déjà organisées ensemble, vous vous rendrez compte qu'à mon avis, l'ONU fait partie du problème. La théâtralisation politique orchestrée à New York voulait tout simplement tromper la vigilance des Congolais. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appeler les personnes impliquées jusqu'à la moelle épinière dans le drame qui se joue chez nous comme acteurs pouvant y apporter des solutions. Non, non et non. Et pour vous dire que je ne suis pas surpris que la montagne ait accouché d'une souris. L'ONG internationale Human Rights Watch a estimé que le sommet a échoué à reconnaître clairement les problèmes principaux qui est la poursuite du soutien militaire du Rwanda au M23. Une fois de plus, dans cette histoire, la diplomatie congolaise, elle n'a pas pu, elle n'a pas été persuasive dans ces dossiers, puisque les Rwandais n'a pas été clairement désigné, il n'a pas été condamné. Monsieur Etienne Ngando, vous parlez de quelle diplomatie congolaise? Je ne cesserai de vous répéter que les messieurs qui sont au pouvoir à Kinshasa sont des poutistes. Ces messieurs-là ont fait un coup d'État après les élections de novembre et décembre 2011. Ils ne peuvent pas plaider la cause du Congo. Euh, Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent aujourd'hui au Congo participent du projet auquel ces poutistes ont adhéré depuis très 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 longtemps. Mais Monsieur Euh, Mbelou, oui, avant son départ pour New York, Joseph Kabila et son gouvernement ont claironné à Kinshasa que voilà, ces sommets étaient une occasion, voilà, que le Rwanda allait être explicitement désigné comme voilà, le responsable de l'instabilité qui est à l'est du pays. Hein. Toute la presse kabiliste l'a claironné et que voilà maintenant qu'on se rend compte que la voix du Congo, elle n'est pas du tout, elle n'est pas écoutée ou elle n'a pas été entendue du tout. mais qui va porter plus haut la voix du Congo? Il n'y a personne pour le faire parmi ces usurpateurs du pouvoir à Kinshasa. Je voulais continuer mon commentaire en disant ceci. Oui. Nous nous trompons sur toute la ligne. Même nous-mêmes, Congolais, qui sommes en train de désigner le Rwanda comme le soutien principal au M23. Non, le Rwanda est une marionnette comme le M23 est une marionnette, comme les usurpateurs du pouvoir à Kinshasa sont des marionnettes. Les tireurs de ficelles, les acteurs pléniers de la guerre d'agression qui sévit dans notre pays opèrent dans l'ombre. Et je ne serais pas surpris en apprenant qu'ils ont appelé leurs marionnettes sur place pour leur intimer des ordres qu'ils vont bientôt exécuter une fois retournés dans la sous-région des Grands Lacs. Ne nous laissons pas toujours tromper par les apparences, par la théâtralisation politique, en nous disant, oui, voilà, maintenant c'est le sommet de l'ONU, nos problèmes seront résolus. Non, l'ONU fait partie du problème. Je vous rappelle, Monsieur Etienne Ngandou, c'est quand l'ONU est au Congo en 1961 que le 17 janvier, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre élu au suffrage universel, est assassiné. Ce n'est pas pour rien que le général de Gaulle appelait cette ONU-là le machin. Nous devons régulièrement, en analysant froidement la situation de notre pays,
avoir suffisamment d'histoire dans nos têtes pour comprendre ce qui se passe réellement. Oui, fait marquant lors de cette rencontre à New York, Paul Kagame a snobé la Belgique puisqu'il a quitté la Réunion pendant l'intervention du chef de la diplomatie belge Didier Reynders, prétextant un rendez-vous important. Que vous inspirent les gestes de Paul Kagame? Le geste de Paul Kagame m'inspire ce que je vous ai toujours dit. Paul Kagame est un paralytique qui est en dessous d'un arbre et qui serait en train de s'amuser avec les herbes, les feuilles vertes. Cela signifierait qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'arbre qui les lui jette. Sinon, il s'amuserait avec les feuilles mortes. C'est la confidence que faisait le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Monsieur Pierre Péan. Et cette confidence peut être lue dans l'un des derniers livres de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Donc, Paul Kagame, en tant que paralytique, s'amuse parce que il jouit des appuis sérieux auprès de ses chefs qu'il est allé voir. Vous-même, vous êtes conscient du fait que ce monsieur-là, avant d'aller à l'Assemblée générale de l'ONU, a passé plus ou moins une semaine aux États-Unis. N'oubliez pas que Paul Kagame a été formé par les Américains. N'oubliez pas que Paul Kagame est un grand ami à Bill Clinton. N'oubliez pas que la guerre qui se mène dans la sous-région de Grand Lac est d'abord et avant tout une guerre de basse intensité orchestrée par l'élite anglo-saxonne que Paul Kagame est allé voir aux États-Unis. Toujours à propos de ces sommets, dans une interview accordée jeudi 27 septembre à la radio des Nations Unies à New York, hein, à quelques heures de la tenue de ces mini-sommets, le Premier ministre belge Elio Di Rupo a invité les présidents rwandais et congolais à travailler ensemble pour mettre fin à la rébellion du M23. À la lumière de toutes les informations qu'on connaît sur cette situation, on peut se poser la question à qui est destiné ce genre de propos? Aux Congolais ou juste on veut se donner bonne conscience pour plaire à sa propre opinion publique? Je ne crois pas que Monsieur Elio Di Rupo puisse chercher à se donner bonne conscience. Ce qui se passe au Congo fait partie de tout un projet de démantèlement d'un pays pour en faire un État raté. Et je vous renvoie encore à certaines des émissions que nous avons déjà organisées. Faire du Congo un État raté, cela pourra servir à plusieurs pays occidentaux qui travaillent main dans la main avec l'élite anglo-saxonne de pouvoir aller puiser dans ce réservoir-là de matières premières. C'est une chose. Une deuxième, vous avez quand même entendu d'autres discours au cours de cette Assemblée générale de l'ONU qui parlaient de la Syrie. Ces discours-là, à l'endroit de la Syrie, étaient beaucoup plus musclés que ceux qui ont été tenus à l'endroit du Rwanda. Et à la dernière fois, nous sommes posé la question de savoir pourquoi ces deux poids, deux mesures. La Syrie a connu quelques milliers de morts et le Congo comptabilise des millions de morts. Et la guerre du Congo a été qualifiée de guerre la plus tragique après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le fait qu'on puisse réduire la recherche de la solution à la guerre d'agression que notre pays subit depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qu'on puisse se limiter au domaine politique ou diplomatique et qu'on ne puisse pas évoquer le domaine juridique, c'est que les acteurs pléniers voudraient jouir à tout jamais de leur impunité et poursuivre leur œuvre jusqu'au moment où ils se rendront compte que le Congo est devenu en tout et pour tout un État raté
l'État sur la voie duquel nous sommes déjà engagés. Très bien. Pour revenir à Paul Kagame, avant cette rencontre de New York, il a pris le temps de faire les tours de tous ses soutiens. Hein. Il a été notamment reçu en grande pompe à la fondation de Bill Clinton. Il a mis un soin particulier à activer son réseau des lobbies aux USA, hein, puisqu'il y était arrivé depuis une semaine, hein, en passant par Boston. C'est sans doute cela qui lui a donné cette assurance de se permettre de snober Didier Reynders et la Belgique. Donc c'est senti-il à ce point aussi fort qu'il peut se permettre cela. Je ne pourrais pas directement lier ce qu'il a fait à chose au discours que tenait Monsieur Didier Reynders. Paul Kagame sait ce qu'il fait. Il sait qu'il jouit en tant que paralytique, il jouit d'un soutien sérieux de la part de ceux qui ont débuté cette guerre-là. Il y a un Allemand qui fut chargé des affaires dans la région des Grands Lacs. Il doit avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères allemande dans la sous-région des Grands Lacs. C'est monsieur, si je ne me trompe pas de nom, c'est monsieur Helmut Strizek. Il a écrit un livre sur cette guerre de basse intensité et ce livre-là tient à défendre, entre autres, cette thèse que cette guerre a été la guerre de Bill Clinton. N'oubliez pas, si vous recourez encore une fois aux différentes émissions que nous avons déjà faites, n'oubliez pas que le juge espagnol Meirelles, à un certain moment dans le procès contre le FPR, a compris qu'il devait toucher à cet ex-président américain qui doit avoir, de l'une ou d'autre façon, participé à cette guerre d'agression menée contre notre pays. Très bien. Passons maintenant à Joseph Kabila. Comment avez-vous trouvé sa prestation à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU? Monsieur Etienne Ngandou, ce monsieur-là reproduisait un discours qui lui a été écrit, mais contrairement à ce que nous pensons régulièrement, ou contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensent, ce monsieur-là joue très bien son rôle. Quand vous relisez le discours qu'il a débité mécaniquement à l'Assemblée générale de l'ONU, vous sentez qu'il remet la balle dans le camp des Congolais. C'est aux Congolais, dit-il, qu'il appartient de pouvoir trouver des solutions à ce qui se passe chez eux. Cette façon de parler n'est pas très différente des propos tenus par Paul Kagame il n'y a pas très longtemps, ni même par la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui a tenu les mêmes propos. Donc, quelque part, ce monsieur dont vous avez cité le nom est en train de nous dire, je joue mon rôle, c'est à vous Congolais qu'il appartient de pouvoir dénicher le rôle que je joue jusqu'au jour où vous pourrez me mettre hors d'état d'agir. Mais tant que nous ne comprendrons pas cela, nous allons crier, aboyer, et comme il l'a souvent dit, le chien aboie et la caravane passe. En tout cas, l'opposition politique s'est dite indignée, hein, par les silences de Joseph Kabila sur les noms de l'agresseur dans son intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies. Hein, alors qu'il n'est un secret pour personne qu'il s'agit du Rwanda. Euh, Pourquoi n'ose-t-il pas citer explicitement les noms de l'agresseur? Mais l'agresseur n'est pas le Rwanda, monsieur Tengandu. C'est là que nous nous trompons. Une thèse qui peut paraître farfelue, on met le Rwanda sur le devant de la scène. Le Rwanda participe de la guerre de basse intensité qui est menée contre notre pays.
Mais le Rwanda est instrumentalisé, comme l'Ouganda est instrumentalisé, comme le Burundi est instrumentalisé, comme certaines élites compradores qui opèrent au sein des institutions congolaises sont instrumentalisées. La guerre de basse intensité menée contre notre pays est une guerre des anglo-saxons qui utilisent ces instruments-là pour qu'ils soient visibles sur le devant de la scène. Alors quand nous disons qu'on nomme pas le véritable agresseur, nous oublions que nous-mêmes nous nous trompons d'analyse. Je n'ai pas encore compris jusqu'à ce jour pourquoi, quand les militaires rwandais ont fait semblant de changer d'uniforme à nos frontières avec le Rwanda pour faire semblant de retourner chez eux, pourquoi plusieurs d'entre nous ne se sont pas rendus compte qu'il y avait du côté des soldats rwandais une dame blanche habillée en tenue de l'armée américaine? On fait comme si cette vidéo n'a pas existé et après on continue à crier en disant c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Où est-ce que le Rwanda trouve les armes? Où est-ce que le Rwanda trouve l'argent pour mener une guerre de cette envergure depuis les années 90 jusqu'à ce jour? Non, nous devons pouvoir aller un peu plus loin dans les analyses. À un certain niveau, le Rwanda instrumentalisé est plus visible que les acteurs pléniers, mais nous ne pouvons pas nous limiter à un pays instrumentalisé et ne pas voir les acteurs pléniers. C'est ainsi que quand cette rencontre à l'ONU ressemble à une montagne qui accouche d'une souris, nous sommes étonnés. Mais nous sommes étonnés inutilement. Inutilement parce que les véritables acteurs n'ont pas parlé. Les véritables acteurs n'ont pas été désignés. Les véritables acteurs n'ont pas été pointés du doigt. Mais M. Mbelou, à Kinshasa, l'opinion, je pense que même dans le camp de Kabila lui-même, hein, parce que c'est ce que la presse de Kinshasa dit, les Rwandais, avant même de n'oser pas désigner les Rwandais comme étant l'agresseur, les gouvernements de Kinshasa les dit. Mais maintenant, c'est par rapport à ses propres supporters. Il va à l'Assemblée générale des Nations Unies, il ne cite pas les Rwandais. Mais il attend que ses collaborateurs parlent à sa place, que ses collaborateurs explicitent davantage les propos que lui n'arrive pas à tenir. Mais les collaborateurs n'explicitent rien parce que les collaborateurs sont dans l'ignorance. Nous nous trompons d'analyse. Qui sait si, en parlant des forces obscures, ce monsieur-là dit mieux les choses que nous? Parce que les forces obscures ne sont pas que le Rwanda. Les forces obscures, ce sont les firmes multinationales qui vont déposer les armes dans les différents endroits où il y a des groupes de mutins ou des rebelles ou des faux rebelles pour pouvoir entretenir la guerre de prédation. Il y a quelque chose, il y a un effort à déployer du point de vue des analyses. J'estime que nous n'allons pas au fond des choses. Nous nous limitons aux paralytiques. Nous nous limitons aux instruments qui sont utilisés et nous oublions les acteurs pléniers. Alors, quand nous crions en parlant du Rwanda, nous pensons avancer dans les analyses. Peut-être que moi je me trompe, mais aujourd'hui nous avons des documents qui attestent que cette guerre est une guerre des anglo-saxons. Et pourquoi est-ce que nous avons peur de nommer la véritable élite anglo-saxonne qui mène cette guerre? Et nous citons facilement le Rwanda en oubliant que vous prenez déjà le livre de Colette Brackman, même les rapports de choses de Kassem, le rapport Kassem de 2002, il y a les entreprises multinationales qui sont citées dedans, qui ne sont pas des entreprises rwandaises. Vous prenez le livre intitulé Noir Canada, vous lisez clairement qu'il y a des entreprises dedans qui ont financé cette guerre, qui ne sont pas des entreprises rwandaises. Vous prenez le livre de Pierre Payan, auquel je viens de faire allusion, et le titre dit déjà l'essentiel. Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Est-ce que le Rwanda est une grande puissance? Pourquoi nous époumonnons-nous
au sujet du Rwanda et laissons-nous dans l'ombre les acteurs pléniers de cette guerre. Très bien. Je vais terminer par là, il y a Oui. aussi le livre écrit depuis tout un temps par un groupe d'amis, Jean-Pierre Badid et ses amis. Euh, 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 c'est de ce livre que j'ai tiré depuis tout un temps, le concept d'acteurs pléniers, parce que quand les amis procèdent, font leur analyse dans ce livre-là, ils prouvent que ceux qui sont sur le devant de la scène, ce ne sont pas les véritables acteurs, ce sont des marionnettes, ce sont des acteurs mineurs, les acteurs majeurs ne sont pas visibles. Très bien, mais à la lumière de ces derniers faits et surtout de l'échec qui était attendu de ces sommets, l'on peut se poser la question de savoir jusqu'à quand, lui, Kabila, va jouer son rôle de cheval de Troie du Rwanda au Congo. Jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Jusqu'au jour où nos masses populaires, mobilisées comme un seul homme, diront "Y en a marre". Tant que les mouvements sociaux congolais ne se seront pas mis debout, tant que nos masses populaires n'auront pas compris qu'il n'y a pas, comme le dirait France Fanon, qu'il n'y a pas de démiurge, que ce sont nos masses qui sont des démiurges, qui doivent pouvoir se prendre en charge, ce monsieur-là peut même veiller comme président. Mais je vous dis, comme je l'ai souligné la dernière fois, que nos masses populaires sont en train de comprendre et qu'il y a aussi des minorités organisées qui petit à petit comprennent davantage et essaient d'avancer dans leur lutte. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'interview que le dialogue initié par la radio Okapi, le dialogue auquel M. l'abbé Mugaruka, professeur à l'Université catholique de Kinshasa, et le député de l'UNC, Bitakwira, ils ont participé à une émission de dialogue entre Congolais en essayant de revenir sur des questions essentielles. Alors, si cette prise de conscience qu'on doit aller vers les questions essentielles peut de plus en plus faire tache d'huile dans nos masses populaires, la situation de notre pays changera. Très bien. Human Rights Watch a publié à l'issue de cette rencontre de New York un communiqué dans lequel il dit ceci. Tant que le Rwanda continuera à soutenir la rébellion, les civils congolais supporteront les conséquences des combats, quel que soit le nombre des sommets que l'ONU tiendra. N'est-ce pas là la vraie vérité c'est cela. À quoi cela sert-il d'organiser toutes ces rencontres qui n'apportent rien tant qu'il n'y a pas une véritable volonté politique des parrains de mettre fin à cette situation? Moi je formulerai autrement ce que Human Rights Watch dit là. Je dirais, moi, tant que l'élite anglo-saxonne soutiendra le Rwanda et organisera le démantèlement du Congo comme État pour en faire un État raté à la solde des multinationales occidentales, les civils congolais continueront à payer le grand prix. Le Rwanda ne vaut rien sans les grands soutiens de l'élite anglo-saxonne. Et vous-même, dans les images que vous avez vues, vous vous êtes rendu compte que le premier endroit ou l'un des endroits que Kagame a visité quand il est allé aux États-Unis, c'est la fondation Bill Clinton. Et les meilleures photos tirées de Paul Kagame aux États-Unis, ce sont ces photos avec Bill Clinton. Pourquoi est-ce que nous n'analysons pas cette question-là assez profondément et vous êtes rendu compte que quand ils sont arrivés à New York, avant d'aller à leur mini-sommet, ils ont vu une Clinton, c'est la secrétaire d'État aux affaires étrangères qui les a d'abord reçus avant qu'ils n'aillent à leur mini-sommet. Donc, ça sont des choses, des signes qui ne trompent pas. Et, Hein? oui, et
à propos de cette rencontre, il y a beaucoup de Ouais, questions qui se posent. C'est tête à ouais. tête, Kabila, Kagame, bon, qu'est-ce que ça a donné? Quelle attitude lui Kabila adopte par rapport à Kagame? Est-il toujours... Monsieur Delnando, relisez euh, ces quelques pages du livre de Pierre Payan. Et là, Denis Sassou Nguesso est très clair. Denis Sassou Nguesso dit ceci. En public, ces deux messieurs-là vont tout faire pour montrer qu'ils ne se parlent pas, qu'ils ne sont pas en bon terme. Mais en privé, ils rigolent. Je ne sais pas si c'est dans le même livre ou dans un autre que j'ai lu, on aurait pris une photo de ces deux messieurs en train de rigoler ensemble et la garde rapprochée de Kagame a exigé que les clichés de ces photos-là puissent être détruits. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Ces messieurs-là cherchent à nous tourner en bourrique et à nous faire accepter ce qu'ils présentent comme attitude en public, mais cela n'a rien à voir avec la véritable vérité de leur rencontre. Et vous savez, quand Kissé James Kabarebe se confie à Colette Brackman, il dit entre autres ceci, les deux là se sont vus à plusieurs reprises. Qui chez nous savait que ces gens-là se voyaient à plusieurs reprises? Et vous pensez qu'ils vont un matin se réveiller et dire ça n'est fini, maintenant nous devons tenir compte des Congolais qui souffrent. Ils n'ont rien à cirer avec les Congolais qui souffrent. Très bien. En parlant des soutiens du Rwanda, l'Union européenne, hein, l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, a annoncé que celle-ci a décidé de suspendre toute nouvelle aide budgétaire au Rwanda. Hein. Elle veut voir des signes tangibles démontrant la volonté de Kigali d'arrêter tout soutien aux rebelles du M23. Et l'Union européenne veut aussi voir les Rwandais arrêter toute ingérence dans les affaires du Congo. On a comme l'impression, dans les modes de fonctionnement de Paul Kagame, qu'il ne fait pas grand cas de ce que l'Union européenne peut dire. Lui, c'est rien que l'Amérique. C'est un peu comme le mode de fonctionnement d'Israël. Hein. Donc, on va d'abord voir l'Amérique. Ce que l'Amérique décidera, l'Europe suivra. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Kagame sait que le Rwanda, comme l'Union européenne, dépendent des États-Unis. Il le sait. Il se comporte en conséquence. Très bien, on passe maintenant au sommet de la francophonie qui arrive bientôt. Cette semaine, on a appris que l'ambassadeur de France au Congo, à Kinshasa, a rencontré le mercredi 26 septembre Étienne Tshisekedi dans sa résidence à Limete. À l'issue d'un entretien qui a duré 1 heure, le diplomate s'est réservé de tout commentaire, selon la presse de Kinshasa qui rapporte cette information. Ben, on peut se poser la question, que veut la France à la veille de ces sommets de la francophonie? Étienne Tshisekedi va-t-il se laisser rouler dans la farine par l'Occident une fois de plus? Je ne sais pas comment il va réagir et je ne sais pas comment Etienne Tshisekedi pourra se laisser rouler dans la farine. Depuis Mais que nous débattons, pourquoi initier cette rencontre puisque ce n'est pas Tshisekedi qui organise les sommets de la francophonie? mais c'est le théâtre politique, mon cher frère. Depuis que nous débattons sur cette question de la francophonie, j'ai l'impression que nous, Congolais, nous attachons trop aux apparences. La francophonie au Congo, c'est quoi? Qu'est-ce que cela va changer à notre mode de vie? C'est rien. Le français, comme je vous le disais une fois, est une langue à laquelle nous recourons pour pouvoir communiquer. Et qu'on puisse euh, créer des sommets autour de cette langue pour rapprocher certains pays les uns des autres, ça peut être raisonnable. Mais mais pourquoi parler de pays francophones? J'ai été content d'apprendre que mes compatriotes ont organisé aux Pays-Bas la journée de la lingalaphonie. On pourrait mieux aller dans ce sens-là que de passer tout notre temps. Vous savez, Monsieur Etienne Ngando, derrière tout le débat sur la francophonie, il y a cette question-ci qui est lancinante. Qui donne le pouvoir? Dans nos têtes ou dans notre imaginaire, pour la plupart, nous continuons à croire que c'est l'Occident qui donne le pouvoir.
Et quand François Hollande va aller à Kinshasa, c'est pour pouvoir légitimer le pouvoir de Kinshasa. Mais ce raisonnement est faux et archi faux. Ce n'est pas l'Occident qui donne le pouvoir. Nous nous sommes abîmés dans cette façon de réfléchir depuis très longtemps et elle est devenue chez nous comme une tare. Ce sont nos masses populaires qui donnent le pouvoir. C'est parce qu'elles ne sont pas encore très conscientes de leur force, de leur pouvoir, qu'elles n'en sont pas encore arrivées là. Le jour où, avec leurs petits restes, les petits restes de leurs élites, elles vont s'atteler à cette tâche-là pour qu'elles sachent ce dont elles sont capables. François Hollande ira au Congo, X et Y personnes iront au Congo. Cela ne changera absolument rien à notre mode de fonctionnement. Mais comme notre imaginaire est un peu malade, est encore malade, nous croyons que quand François Hollande va aller à Kinshasa, il va légitimer le pouvoir de X ou de Y. Et pourtant, la France se porte très mal. Donc, comme on dirait dans ma langue, ben François Hollande, ben le bien moi, donc François Hollande va aller régler les questions du Congo avant de régler celles de la France. La France se porte très mal. La France se porte très mal. Et ce soir, j'ai suivi la critique du budget que le pouvoir français vient de voter. Et la critique a été acerbe. Et on montre que la France va davantage s'enfoncer dans la dette publique. Mais, Comment est-ce que... mais, monsieur Oui, Mbello, mais oui. pourquoi avoir posé des exigences avant de se rendre à Kinshasa? La réforme de la CENI, voter une loi sur la création d'une commission sur les droits de l'homme, hein, et aussi vouloir rencontrer l'opposition. Pourquoi toutes ces Mais conditions? c'est parce que ces gens-là savent que nous croyons en ce qu'ils disent. Qui sont-ils pour nous dire ce que nous devons faire? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'un président français doit dire aux Congolais ce qu'il doit faire avant d'aller au Congo? Imaginons-nous, Monsieur Etienne Ngandou, que l'actuel ministre usurpateur des Affaires étrangères chez nous dise, avant d'aller dans tel ou tel autre pays occidental, j'aurais voulu que tel ou tel autre problème soit réglé. On le prendrait pour un fou. Mais comment? Donc, moi j'ai dit que nos imaginaires sont malades. Comment est-ce quand il s'agit de ces gens-là, quand ils doivent aller chez nous, nous trouvons que ce qu'ils disent doit être pris en compte? Moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce que nous ne pouvons pas faire dans leur pays, nous le prenons en compte quand ils le disent pour le nôtre? Je ne comprends pas. Notre imaginaire est malade. Je pense que nous devons pouvoir commencer par guérir notre imaginaire avant d'aborder toutes ces questions. Comment un président de notre pays nous dit, et puis maintenant que ce n'est pas fait, il y va quand même. Mais ce n'est pas simplement par réalisme, parce qu'on les voit bien en Afrique, c'est l'Occident qui continue à imposer son calendrier, son tempo. C'est l'Occident qui Non, choisit. On l'Occident ne se trompe impose pas. C'est son celui qui est calendrier soutenu. parce que C'est les lui. Africains s'agenouillent et acceptent. Mais Le jour que les Africains diront, oui, c'est une idée qui est reçue chez nous, celle de penser que c'est celui que l'Occident choisira, c'est celui-là qui va gouverner. oui, voilà pourquoi, M. Etienne Ngandou, nous devons d'abord guérir notre imaginaire. Je vais peut-être vous surprendre en disant, toutes les plaintes que nous formulons sont aussi liées à notre imaginaire malade. Commençons par guérir l'homme congolais et son imaginaire. L'homme congolais et son imaginaire guéri prendra des risques. Ce pays-là lui appartiendra. Mais tant que nous avons un imaginaire violé, tant que notre mode de fonctionnement et de réflexion donne beaucoup trop de poids à ce qui vient de l'extérieur, je crois que nous n'avancerons pas beaucoup. Mais Commençons pourquoi, par guérir notre imaginaire. mais pourquoi cherche-t-il à rencontrer l'opposition à Kinshasa dans ce cas Mais précis? pour faire du théâtre politique, il va jouer au théâtre. Comment voulez-vous, tous ces gens-là? J'ai déjà évoqué un livre que je recommande vivement à beaucoup de mes compatriotes. C'est le livre écrit par deux journalistes français, Christophe Dubois et Christophe Deloire, le Quercus Politicus.
Circus Politicus, c'est le titre. C'est bien de lire ce livre-là pour comprendre que ces gens-là, tous ces gens-là jouent au théâtre. Ils font du cirque. Ils font du cirque quand ils savent qu'aujourd'hui, en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Commission européenne qui ont le pouvoir. Pas tous ces messieurs-là, ils n'ont rien. Ils n'ont. Alors, mais comme ils doivent s'amuser, comme ils doivent aussi participer à ce théâtre, ils font des va-et-vient en Afrique, ils se donnent de l'importance et c'est fini. Et nous, nous croyons en ce théâtre. C'est notre misère. Nous devons pouvoir, mon cher frère, guérir notre imaginaire, penser autrement. Et je suis plus ou moins convaincu que si, avec nos masses populaires, nous commençons à penser autrement, nous saurons prendre nos responsabilités pour mettre nos pays debout. Très bien, pour finir, on va dire un mot sur l'affaire Chebea. Comme vous le savez, hein, le réalisateur belge Thierry Michel, hein, qui a réalisé le film L'affaire Chebea, un crime d'État, vient d'être cité en référé devant le tribunal de première instance de Liège par le général John Numbi, ancien chef de la police. Et il voudrait que les affiches, il voudrait que sa photo soit retirée de toutes les affiches de ce film. Que pensez-vous de cette situation? Si John Numbi vient s'attaquer à Thierry Michel ici en Belgique, c'est certainement avec le soutien du gouvernement de Kinshasa. Un petit commentaire à ce sujet. Oui, mais Monsieur Tinando, le film de Thierry Michel a été mis sur le marché depuis très très longtemps. Et en essayant de lire un texte sur ce film-là, je me suis rendu compte que aujourd'hui, quand vous allez sur Google et que vous tapez John Numbi, vous avez au moins 7500 données autour de son nom. Et puis, vouloir traduire Thierry Michel en justice, ce n'est pas résoudre le problème, ce n'est pas apporter une solution à la question que les Congolais se posent autour de ce crime. Et Dieu merci, en essayant de regarder le film, on se rend compte que le crime commis a été un crime d'État. Et puis, John Numbi peut tout faire. Il n'en est pas à son premier coup. Selon certaines analyses, il a été impliqué dans ce qu'il y a eu au Katanga vers les années 92, dans la chasse qui avait été organisée contre certains compatriotes congolais qui vivaient au Katanga, les Kassaïens. John Numbi, en tant que jeune de la Juiférie, était déjà impliqué dans cette histoire. John Numbi a été impliqué dans les sales coups qui ont été joués entre le Congo et le Rwanda et certains rebelles comme les Nkunda et les autres. Vouloir se décharger sur Thierry Michel, c'est oublier tous les rôles, tout le sale boulot qu'il a essayé de faire depuis très 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 longtemps, depuis sa jeunesse à la Juiférie. Oui, si j'insiste sur le fait que c'est le gouvernement congolais qui est derrière, souvenez-vous, Lambert Mende avait désigné que dans ce film, lorsqu'on le voit, le coupable désigné c'est Joseph Kabila. Au moment où le film a été interdit de diffusion au Congo, Mende avait déclaré que lorsqu'on regarde ce film, le coupable désigné c'était Joseph Kabila. C'était la raison pour laquelle le gouvernement congolais avait décidé de l'interdire. Maintenant que John Numbi s'attaque à Thierry Michel en Belgique, qu'est-ce que cela cache-t-il derrière? Bon, je dis tout simplement que malgré toutes les critiques qu'on peut formuler à l'endroit de la Belgique, c'est un État où le droit peut être dit convenablement. Attendons voir comment le droit va être dit. Et je suis plus ou moins convaincu que c'est John Numbi qui va perdre ce procès-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.